Voilà, et je vous propose de démarrer en 2018. C'est une belle année pour moi qui a démarré par une perte de 30% de mon chiffre d'affaires en moins de 3 mois, liée à la crise des hélicoptères. Bon, pourquoi la crise? Ce n'est pas l'objet du propos. Et en fait, à cette époque-là, la question c'était finalement, est-ce qu'on fusionne, est-ce qu'on arrête l'activité? Et on était en fait, voilà, on était dans cet état-là, et c'est au même moment où les hasards de la vie font que, et je ne crois pas au hasard de la vie, je suis tombé sur le livre, on m'a mis entre mes mains le livre Reinventing Organization, pour ceux qui le connaissent, de Laloux, que j'ai lu en vacances en Bretagne, le soir, à côté du camping-car que j'avais loué. Et pour moi, ça a été une vraie révélation, en fait, hein. Ça a changé. Ça faisait des années que je me disais, il doit bien y avoir une autre façon de manager une entreprise. Et là, purée, en lisant ce bouquin, bah ouais, il y avait une autre façon de faire. Et donc, quand je suis rentré après l'été, donc c'était notamment, les équipes étaient entre Valence, Bordeaux et Vitrolles. Quand je suis rentré, alors le truc, excusez-moi, c'est qu'à la fin du bouquin, je suis tombé par terre parce qu'il disait que de toute façon, je ne pouvais pas le faire. Alors ça m'avait un peu chagriné. Parce qu'à la fin du bouquin, ils disent, si vous n'avez pas le soutien de l'actionnaire et du dirigeant, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Mais la vie est tellement puissante que c'est comme si je ne pouvais pas résister au fait d'essayer, quoi. Donc pour essayer, je l'ai fait en sous-marin. J'ai fait acheter 30 versions du livre et je l'ai mis un peu partout dans les bureaux, dans les salles. Et puis j'ai regardé les 10 premiers qu'il avait lus. Je caricature un peu, mais c'était quasi ça. Et donc j'ai formé une sorte d'équipe fantôme, une shadow team. Et je leur ai dit, vous avez un mois, vous lisez sur la base du bouquin et vous me proposez une façon voilà, de tout mettre à plat et de reconstruire notre mode de fonctionnement. Au centre, c'était sauver. Au centre, c'était sauver évidemment notre organisation, et c'était c'est aimer nos clients. J'avais osé le mot aimer, que nos clients nous aiment et que nous aimions nos clients. Voilà. Et on avait mis ça au centre. Et donc, ils ont bossé pendant un mois. Je vais vous partager juste l'écran pour vous donner une petite idée. Donc, ils ont bossé pendant un mois, et puis ça a commencé à parler un petit peu partout. Pendant ce mois-là, moi, j'ai fait le tour de chacune des équipes en faisant de la pédagogie de ce que c'était, un, que l'entreprise libérée, et puis deux, de façon authentique, la situation dans laquelle on était. Donc voilà, c'est cette notion de construction partagée. Les illustrations, elles sont faites par une des personnes de l'équipe qui s'amuse à dessiner. Donc, on voit l'illustration. Et ça, c'était l'organisation que vous avez là avant la transformation, hein. Donc, une organisation super classique par métier. Donc, vous aviez la direction, la stratégie, le commerce, le programme, la supply chain, la direction technique, direction financière, qualité, une organisation assez classique, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ils ont bossé pendant un mois, et puis sur la base en fait du bouquin, on s'est mis d'accord, enfin ils m'ont présenté, puis je suis parti sur leurs recommandations sur 9 grands chantiers qui attaquaient tous les processus de l'entreprise, et y compris son organisation. Donc très concrètement, ça allait de la façon dont on allait se réorganiser avec 4 propositions possibles d'organisation, de comment on allait, par exemple, faire les entretiens, enfin tous les processus des ressources humaines, comment on allait gérer notre vie quotidienne, comment on allait gérer notre performance interne, comment on allait gérer notre performance externe, etc. Donc on avait 9 grands chantiers. Et on a réuni tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, c'est 80 personnes, puisqu'on est en matriciel. Ça veut dire que toute la R&D et la production est en matriciel par rapport à la direction que j'avais. Donc, ne comprenez pas cela. Donc, c'est 80 personnes dans une grande salle. Et puis, ils se sont inscrits sur chacun des 9 chantiers. Alors, quand on a fait ça, moi, j'imaginais que chaque personne s'inscrirait entre 0 et 1 fois. Ils se sont inscrits entre 2 et 3 fois sur chacun des chantiers. Et puis, donc, ça a fait on a appelé ça des squads, donc des groupes de personnes
qui ont pris le thème et ils ont bossé de nouveau pendant un mois pour dire, ben voilà comment on voudrait fonctionner sur ce thème-là. Et au bout de ce deuxième mois, on a organisé une sorte de grand séminaire kick-off, enfin le moment de switching minute, si je puis dire, le moment de switch. Donc ça a commencé par, dans un grand hall, donc évidemment, ce qui passionne toujours tout le monde, c'est comment on va fonctionner d'un point de vue organisationnel et fonctionnement. Donc c'était le premier des 9 thèmes. Donc dans un grand hall, aux 4 coins de la salle, ceux qui avaient réfléchi à ça avaient le poster de voilà l'organisation qu'on propose avec son mode de fonctionnement. Donc il y avait 4 possibilités d'organisation de mode de fonctionnement. Et donc les 80 personnes étaient réparties en 4 groupes. Par période de 20 minutes, ils allaient aux 4 coins de la salle et le gars pitchait pourquoi l'organisation qu'il avait imaginée, c'était la meilleure. Et ensuite, suite à ça, tout le monde a voté avec des petites gommettes en disant bah ça, moi, ça me correspond vachement. Et sinon, il y avait une gommette rouge pour la notion d'objection. Ça doit vous parler peut-être, hein, la sollicitation d'avis avec objection. Donc, ceux qui avaient une objection à l'organisation avaient une gommette rouge. Évidemment, toutes les organisations étaient sur le même, respectaient le concept central qui était le client au centre. Donc, en fait, l'organisation par métier disparaissait au profit d'une organisation en cercle centrée avec le client au centre. Donc, c'est-à-dire le client, par exemple Airbus Hélicoptère, qui était un de mes clients principaux, au centre, il y avait Airbus Hélicoptère et il y avait toutes les personnes qui bossaient pour Airbus Hélicoptère, du commerce jusqu'au programme, jusqu'à la supply chain, la qualité, la finance, etc. Donc c'était ce principe-là, en fait. Et puis, un cercle, ils avaient proposé un cercle dit New Business, puisque l'enjeu était quand même de sauver l'organisation. Donc, si on restait avec nos clients, même s'ils nous aimaient, on ne sortirait pas complètement des ronces. Voilà, donc ils ont voté pour l'organisation que je ne voulais pas, mais que nous avons adoptée. Donc, quelques mois après, ils ont réalisé par eux-mêmes et elle a bougé, puisque tout l'intérêt de ça, c'est que ce n'est pas une organisation figée, hein, et c'est un des principes qu'on avait posé, c'est que les cercles sont là pour s'adapter en temps réel à l'écosystème, à la réalité de ce qui se passe. Et donc, quelques mois plus tard, ils sont modifiés naturellement pour arriver à quelque chose qui était un peu plus près de ce que j'imaginais. Mais donc, l'enjeu, c'était surtout d'être modélisant et donc de jouer le jeu, évidemment. Donc, on a levé quelques objections, il y en avait. Et on est parti sur, je vais vous partager, sur ce mode de fonctionnement-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, et donc, voilà, le principe était là. Donc, on avait 4 cercles clients, un cercle new business. Et donc, le concept, c'était la hiérarchie passer en second rideau, en fait, facialement disparaissait. L'enjeu, c'était de réussir à faire fonctionner tout ça sans hiérarchie, même si par nature, la hiérarchie existe toujours, ne serait-ce que par le contrat de travail. Donc chaque cercle fonctionnait avec son capitaine. Le capitaine, c'est celui que vous avez en bleu. Donc, au début, le capitaine a été élu par l'élection sans candidat par chacun des cercles. Ils ont élu leur capitaine. Donc, chaque cercle, ils ont dit non, nous, on ne veut pas un capitaine, on en veut 2. Il y a même un cercle qui en a voulu 3. Vous voyez, là, il y avait 3 capitaines. Et puis, ils ont également choisi leur coach. Leur coach, c'est la case bleue que vous voyez là. L'idée, c'est quoi? C'est le capitaine, il est sur le terrain, il joue avec l'équipe, hein, c'est un animateur. Un leader, on va dire, un leader. Et le coach, lui, il est à côté du terrain et il va être là pour faire prendre du recul à l'équipe sur son propre modèle de fonctionnement. Et le coach, c'est un rôle, tout ça, c'est des rôles, hein, donc c'est pas des postes, c'est pas des temps pleins, c'est des rôles. Donc le coach, souvent, il est à 20% du temps au coach du cercle et 80% du temps, souvent, il est dans un autre cercle, hein, par exemple. Et de même, le coach a été choisi par le cercle. Ensuite, on a 2 rôles importants puisque on s'apprêtait quand même à faire un truc complètement délirant qui est de fonctionner en mode libéré au sein d'une entreprise Thales qui est un peu plus processée, si je puis dire, et un peu plus pyramidale. Donc, il fallait pouvoir s'interfacer avec l'extérieur, donc aussi bien le reste de Thales que les clients. Donc, c'est ce rôle-là, ambassadeur, que vous voyez en orange, là, que vous voyez là.
L'ambassadeur, c'est quoi? C'est ce qui permet, vu de l'extérieur, de fonctionner, on va dire, un peu comme avant. Enfin, je caricature un peu. Donc, l'ambassadeur, c'est celui dans l'axe dans l'axe de la fonction, pour le coup. Donc, par exemple, j'ai un ambassadeur commerce. Donc, c'est lui qui, quand ce sera nécessaire, ira parler à la fonction et aux grands directeurs commerciaux de chez Thales. Et puis, si le client, à un moment donné, parce que de nouveau, nos clients sont c'est des OM, donc ils sont très structurés, et donc ils ont besoin d'avoir une étiquette qui parle à une étiquette, quoi. Donc, si le cercle a besoin, dans l'interface avec son client, de faire intervenir une étiquette, des arrêtes, et il fait appel à son ambassadeur. Donc l'ambassadeur, il a ce rôle-là, et il a aussi le rôle d'expliquer à l'extérieur qu'on fonctionnait un peu différemment qu'avant, quoi. Donc un rôle très important. Alors naturellement, le rôle d'ambassadeur ont été pris pour la plupart par les anciens hiérarchies. Mais vous voyez, la posture change complètement, hein, puisque c'est plus... en fait, et ça a été vachement intéressant parce que certains ambassadeurs, enfin surtout un, je pense à un, qui avait du mal, hein, c'est un ancien colonel de l'armée. En fait, j'avais deux anciens colonels, il y en a un qui a adoré, qui a été hyper modélisant, et l'autre, il n'a jamais pu s'adapter à ce mode de fonctionnement-là. Et donc, en tant qu'ambassadeur, du jour au lendemain, il s'est retrouvé tout seul, plus personne n'allait le voir. Ça a été pour lui très compliqué, de par sa posture. Voilà. Et le deuxième rôle qui est important, et on en reparlera si vous voulez, c'est les référents métiers. Alors, ce n'est pas le même rôle que l'ambassadeur. Le référent métier, c'est comme là, vous voyez, on a un peu cassé la notion de poste. En fait, on a complètement cassé la notion de poste. On est allé sur une notion de rôle. Et donc, une personne qui a un rôle dans un cercle, ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit le plus possible. On voulait tendre vers un temps plein dans l'axe du cercle, même si on n'a jamais réussi complètement. Et donc, ça supposait qu'une personne puisse prendre plusieurs rôles. Ça veut dire qu'un supply chain manager sur un programme simple puisse prendre le rôle de programme manager, ou qu'un programme manager puisse prendre sur certaines phases le rôle de commerçant. Vous voyez. Et donc, ça suppose d'instaurer une sorte de pluridisciplinarité sur les métiers. Et le rôle de référent métier est important puisque c'est lui qui amène cette connaissance métier. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Et puis le rôle de sponsor, donc moi j'étais passé sponsor, hein, ce que vous voyez, le dernier recours est en charge d'être un modélisant et de faire vivre ce qu'on avait posé sur le papier. Donc ils ont rédigé une constitution, hein, qui est, si ça vous intéresse, qui est en annexe du livre qu'on a écrit après les 2 ans d'expérience. Constitution qui a été le cadre dans lequel on a travaillé, en fait, hein, dans lequel on a fonctionné. C'est un des écueils, hein, libérer une organisation, c'est pas, comme il y en a certains qui le disaient, la fête du slip, c'est pas du tout ça, en fait. Le rôle de la hiérarchie, en fait, le rôle du cadre remplace une partie de ce qui était tenu par la hiérarchie. Et c'est hyper important, et on a mis un an à le comprendre, que le cadre, c'est ce qui va mettre la sécurité dans les équipes et ce qui va leur permettre de délimiter le terrain de foot et qu'ils puissent jouer dans le terrain de foot. Et d'instaurer le droit à l'erreur qui n'est pas le droit à la faute. Le droit à l'erreur, et c'est hyper important, c'est dans le terrain de foot, ils sont complètement libres d'entreprendre, d'innover, et s'ils se trompent, c'est pas grave, on apprend, on avance. La faute, c'est quoi? C'est sciemment ne pas respecter le cadre. Voilà. Et ça, on a mis un peu de temps à l'apprendre, hein, ça nous a fait souffrir. C'est des équipes au bout d'un an qui ont réclamé plus que le cadre soit plus clair et plus formalisé, en fait. Voilà, donc je vous ai mis une petite illustration, par exemple, toute la question, par exemple, de la gestion des conflits, quand on n'a plus la hiérarchie, comment on fonctionne. Donc, il y a tout un texte dans la Constitution et qui est intéressant à lire, mais qui était un peu compliqué. Donc, ils ont fait une petite BD que vous voyez là, qui était intéressante. Voilà, donc donc là, je vous ai parlé principalement de l'organisation. Dis donc, il me reste déjà que 5 minutes, Will. Donc, ils ont innové sur tous les autres postes. Donc, on a instauré la décision pour sollicitation d'avis, l'élection sans candidat, tout ça, je vous en ai parlé. Et si on va directement aux leçons, puisqu'il me reste que 5 minutes, et après, on pourrait poser des questions.
Les messages importants, moi, que j'ai retenus, c'est quand on se lance dans une transformation comme ça, c'est en fait la transformation du dirigeant en parallèle de la transformation de l'organisation. Les deux vont ensemble, quoi. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et que pour le dirigeant ou le leader, de mettre en place ce qu'il faut pour avoir son miroir. Donc moi, j'avais mon miroir. C'était une jeune fille de 25 ans qui avait été formée à l'entreprise libérée dans son cursus et qui faisait le miroir. Donc, elle me disait, non, mais là, tu ne peux pas dire ça, là, tu ne peux pas faire ça. Donc, c'était assez amusant. C'est pas un modèle unique, hein, l'Opal, tout ça, c'est pas un modèle, c'est plus une philosophie qu'un modèle, donc c'est hyper important de co-construire sur la base de sa réalité. Enfin, pour moi, je pense que c'est vraiment important. Et de la réalité de la culture de là où on est, en s'inspirant du modèle, mais il n'y a pas de modèle unique, quoi. La protection permission en poupée russe, ça vous parle en clair, si vous vous lancez là-dedans, à un moment donné, c'est important d'avoir la protection de votre chef, quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que quand je suis un peu sorti du bois et que j'ai obtenu sa protection, lui, il allait chercher sa protection à son chef à lui. Donc, c'est quand même juste remonté au PDG du groupe Thales, quoi. Voilà. Eh ben, je vous ai parlé déjà de plein de choses. Qu'est-ce que je regarde? Oui, une des difficultés importantes, évidemment, hein, c'est que dans une organisation matricielle, moi, j'ai eu des personnes qui se sont retrouvées en sandwich entre leur autorité hiérarchique. Par exemple, la finance est indépendante de l'opérationnel, donc ils avaient un chef financier, et donc ils se sont retrouvés un peu contraint entre l'axe hiérarchique et la libération, ce qui pose d'où vraiment l'importance de communiquer et d'aller chercher la protection aussi des parties prenantes. Ça, c'est pas forcément simple. Ce qui est le plus compliqué à gérer, de mon expérience, c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Dans une entreprise libérée, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas, c'est hyper dangereux parce qu'il ne va pas aller chercher le référent métier. Vous voyez le truc? Et là, il y a vraiment quelque chose à creuser. On en a parlé plein de fois avec Odile, enfin plusieurs fois avec Odile. Et c'est pour ça que dans la sollicitation d'avis, moi, je l'ai un peu modifié au bout d'un moment en disant, bah, dans la sollicitation de vos avis, vous devez aussi demander l'avis des un ou deux experts. Mais ça tire la question de la posture de l'expert, évidemment. Est-ce qu'il faut que l'expert, il accepte de donner son avis et que son avis ne soit pas respecté? Et ça, c'est hyper compliqué. Et c'est même dangereux. Il y a certains moments, il faut quand même respecter l'avis de l'expert. Donc là, on tire un vrai sujet. Hein. Je n'ai pas complètement résolu le problème. Au bout d'un moment, après un an, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, non, mais tout ça, c'est bien là, mais moi, quand même, en 3 ans, j'avais diminué de moitié la structure hiérarchique. Donc j'avais moitié moins de directeurs. Et quand même, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, non, mais tout ça, c'est bien là, mais d'un point de vue financier, là, tu as vu toutes les économies que tu as faites avec moitié moins de directeurs, et nous, bah, finalement, c'est super, on s'éclate, hein, mais on bosse quand même un peu plus. Ouais, vous voyez le truc, quoi, sur la reconnaissance financière. Alors, ils ont tiré le fil aussi, bah, j'aurais dit, bah, ok, proposez-moi quelque chose. Donc, il y a une squad qui a bossé sur la reconnaissance financière. Et en fait, ça tire assez vite la notion de transparence des salaires. Et donc, on a rassemblé les 80 personnes, ils ont émis leurs recommandations et à une légère majorité, ils n'étaient pas prêts à faire la transparence des salaires. Donc, c'était l'année où j'étais le moins embêté quand on a remis les augmentations. C'est ce qu'on leur avait proposé, ils n'ont pas pris. Voilà. Je dois avoir bouffé tout mon temps, là, Odile, mais si tu m'arrêtes. Et enfin, non, c'est bon. Effectivement, il reste 30 secondes. Donc, non, Ouais, c'est. 30 En secondes. tout cas, ouais, vas-y. Si tu as une dernière Et chose à nous dire. une dernière chose, bah, je vous en ai parlé déjà, tout est dans le bouquin. Hmm. En fait, à la fin, on a vraiment voulu, c'est l'équipe hein, et moi, on a vraiment voulu, parce que ça a été passionnant, hein, difficile mais passionnant, voilà, passer la balle de ce qu'on avait appris en fait. Hein, et donc, on l'a co-rédigé et un peu, voilà, à l'ensemble. Bon, à la fin, on a eu des résultats concrets quand même, hein, je vous rassure, au bout de 2 ans, hein, en satisfaction client et en redressement financier. Voilà, en bien-être au travail. S'il y a un dernier écueil que je vous cite comme juste au passage parce qu'il me traverse l'idée, j'en ai un quand même, il s'est tellement pris au jeu qu'il bossait jour, nuit, week-end compris, quoi. Hein. Donc il faut faire un peu attention aussi.
Une fois, ils sont arrivés, ils avaient carrément, tout le cercle était parti tous ensemble, passer une journée à la plage. Ils avaient tourné un film sur la plage de la vie de leur cercle qu'ils avaient présenté à tout le monde. Vous voyez, ça peut aller très très loin. Mhm. Ok. Eh ben, écoute, merci, merci Christian de t'être prêté à cet exercice-là des 25 minutes. Alors, moi, la première question, c'est est-ce que ça attire les employés ou est-ce que les employés s'enfuient? Est-ce qu'il y en a qui sont rentrés ou alors c'était pas possible? La règle était on peut pas faire rentrer d'autres personnes dans le groupe. Ou est-ce qu'il y en a qui sont partis parce qu'ils se sont dit ça me fait trop peur? Alors moi, de l'expérience que j'ai eue, ça a plus, enfin, bon, j'ai eu quelques derrière. Je réfléchis, j'ai eu notamment le départ in fine de ce fameux colonel, quoi. Donc ça, effectivement, c'était compliqué pour lui. En entretien d'embauche et en entretien pour faire venir, c'était un argument qui était hyper puissant. Et il y avait, c'est rigolo, juste avant la transformation, il y avait une personne, je me souviens, 2 personnes en difficulté. Et avec la transfo, le mouvement s'était instauré de les mettre en mobilité, vous savez, comme dans les grands groupes, on lui explique que ce serait bien qu'elle bouge, tout ça, quoi. Après la transfo, c'était juste plus possible de la faire bouger. Par contre, elle s'est révélée. Et des gens sont partis alors, à part le Bah, colonel? le colonel qui est parti, j'ai pas souvenir d'autres personnes qui soient parties Ok, parmi les collaborateurs. ok. Merci. Deuxième question, Rémi. Oui, tu dis au début, les 10 premiers qui ont lu le livre, je les ai mis, ils ont bossé 1 mois. Mais du coup, j'ai une double question en fait. Quel temps tu leur as libéré pour qu'ils fassent ça? Parce que j'imagine qu'ils avaient encore leur activité normale à côté. Et la deuxième partie, c'est comment ils ont fait pour produire quelque chose qui a l'air d'emblée structuré, organisé, bien, en 1 mois. Est-ce qu'ils ont eu de l'aide? Est-ce que lire le livre, ça suffit? Enfin, comment ils ont fait pour te pondre quelque chose sur les 9 Mm, thèmes de manière qui était bien, quoi, qui a l'air bien, en fait, dans ce que tu décris. mm. Euh, Alors, en fait, en fait, ils étaient hyper convaincus à la lecture du bouquin. Donc, le temps, ils l'ont trouvé eux-mêmes. Ça, c'est la magie. C'est quand tu es passionné, tu trouves le temps. Ils se disaient, mais on peut inventer un nouveau truc. C'est juste possible. Donc, ils ont trouvé eux-mêmes le temps. Et ils ont même, voilà, ils ont trouvé eux-mêmes le temps. C'est des cadres, hein, donc c'est peut-être plus facile. Ça dépend dans quel contexte c'est. Ouais. Et puis ensuite, bah, avec eux, je les voyais toutes les semaines. Voilà, je les ai aidés, hein, en faisant miroir un petit peu. Pas tant pour, voilà, je les ai aidés pour qu'on puisse atterrir ensemble sur quelque chose de structuré. Sans mettre les mains dedans, en fait, ils me disaient où ils étaient, on discutait, et puis ils réfléchissaient. Et ils ont fini par prendre une journée tous ensemble, en fait, hein, et ils ont sorti le truc. Ok. 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 Enfermés dans une salle. En fait, à la fin, ils se sont enfermés dans une salle. Je leur ai suggéré, bah, écoutez, enfermez-vous dans une salle. Et vous sortez que quand la fumée sort. Et ça marche pas mal. Ok. Merci. Je vais donner la parole à Valérie. Pour ceux qui veulent poser des questions, levez la main s'il vous plaît avec le petit machin, ça serait super. Oui, Valérie. alors, merci pour le témoignage. J'avais une petite question. Donc, tu as dit que tu avais commencé en sous-marin. Comment ça s'est passé quand c'est remonté justement au PDG? Alors, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, donc j'ai démarré en sous-marin et il y a eu une grand-messe, un séminaire manager de l'unité avionique, là, où il y avait les 150 managers de l'unité. Et ils avaient invité Isaac Getch à témoigner. Mais c'est le genre de truc, vous savez, dans ce genre de séminaire, on fait venir des gens un peu iconoclastes pour faire bouger les trucs. Et donc, voilà, il témoigne, tout ça. Puis à la fin, je vais voir mon chef et je lui dis, tu sais pas, bah, en fait, je suis en train d'essayer. Et, 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 euh, et vous savez, c'est la notion en fait, de mode, il y a un peu ça parmi, enfin, je sais pas comment c'est chez vous, mais c'est, ah ben tiens, dans mon organisation, il y en a qui essayent ça et ça fait briller un peu. Voilà, donc il l'a utilisé à son avantage quand il a présenté à son chef. Mm. Ok. Ok, merci. Je vais donner la parole à Anne-Sophie. Oui, est-ce que ça a fait des petits autour de, justement, dans d'autres organes de Thalès ou est-ce que ton livre, avant que ça a été même plus loin que ça, enfin, le livre de tout le monde?
Oui, alors en fait, ça, c'était un des trucs, ça nous a pas forcément aidé, c'est que genre 2 mois après qu'on soit parti, on a eu notre première Learning Expedition. Donc des gens qui venaient nous voir pour voir ce qu'on faisait, quoi. Et je sais qu'il y a au moins il y a l'organisation informatique qui est non seulement est venue nous voir, mais l'a mis en place, a mis en place un truc similaire. Après, ça n'a pas fait une traînée de poudre et tout allait, c'est pas devenu libéré, hein. Il y a quelques unités qui se sont inspirées de ça. Voilà. Et le passage à l'échelle, enfin, on pourra en parler après, puisqu'après, j'ai tenté un passage à l'échelle de 3000 personnes, c'était voilà, beaucoup plus compliqué, quoi. Merci. Jean-Luc, vas-y. Ouais, moi, j'entends qu'au départ, tu les as laissés travailler, proposer leurs trucs, c'est parti, pas sur l'option que tu aurais préférée toi. Et je me demande, qu'est-ce que tu as tenu? Je fais l'hypothèse que pour que ça bouscule si vite, ça bouge si vite, tu as tenu fermement quelque chose qui venait de toi. Et je me demande ce que c'est. En fait, tu sais, c'est never waste a good crisis, quoi, hein. Quand c'est la survie même de l'organisation qui est en jeu, en fait, ça met vraiment les gens en mouvement, quoi, hein. Je sais pas si ça répond à la question. J'ai pas entendu la dernière phrase. Non, je dis quand c'est la survie de l'organisation, c'est leur emploi, tu vois, Oui, et que finalement, et ils ont bien vu, la plupart des gens, ils étaient là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, quoi, hein, et ils ont bien vu qu'avec comment on fonctionnait pendant toutes ces années-là, ça ne pouvait pas nous sortir de l'impasse, quoi. Donc, quelque part, ils sont vraiment engagés. Le contexte a aidé énormément, et puis ouais, l'inspiration. Enfin, après, il y a un truc un peu magnétique, quoi. Quand tu es tous ensemble et que tu les convaincs, là, voilà, Ouais, il y avait un côté urgence, en fait. Un côté, si on ne fait pas ça, on est mort, quoi. C'est voilà, ça? t'as le contexte et puis l'inspiration, quoi. Enfin, l'inspiration par le leader. Mm. Je sais pas, ça Jean-Luc, répond peut-être pas à la question, Jean-Luc. Je vois ta tête que ça répond oui, pas. non, je l'avais presque, mais là, du coup, ça m'a perdu, ça allait un peu plus loin. Mais quand tu dis, il y a ce côté magnétique, il y a quelque chose, puis tu arrives à les convaincre. Toi, tu dirais que tu as réussi à les convaincre de quoi? J'ai réussi à les convaincre de quoi? Et bien qu'une autre façon de fonctionner était possible dans lequel ils pouvaient, eux, déjà être gagnants, enfin, qu'on pouvait faire survenir l'entreprise, et que eux, déjà, pouvaient être gagnants, en fait. Ils pouvaient être gagnants, il y en a plein qui ont dit, non, mais c'est incroyable, quand tu as un technicien qui anime un groupe qui réfléchit à la façon dont on va faire les entretiens individuels, et dans ce groupe, il y a le directeur des ressources humaines, tu vois, pour eux, c'est incroyable. D'accord. Tu vois, c'est le mec que tu n'as jamais écouté depuis 20 ans, tu vois, le mec que personne n'écoute, un technicien, quand tu as 80% de cadres, on ne l'écoute jamais. Et tout d'un coup, il se retrouve à l'idée, il y a un groupe où il y a le DRH et dans ce groupe, on va définir les entretiens. Merci. Il y a eu beaucoup de réticents parce que du coup, j'ai l'impression que tu dis que tout le monde était partant. Alors ah oui, alors, c'est important ce que tu dis. J'ai pas dit qu'ils étaient tous emballés, j'ai dit que personne n'est parti, ce qui n'est pas la même chose. Pour faire simple, moi j'ai vu sur le terrain la règle qu'on donne en général en ethnologie, c'est tu as 20% de motivés, c'est ceux, les 10 premiers qui ont lu le bouquin et qui ont fait boule de neige. Il y en a que rapidement 4-5 autres qui se sont mis ensemble, quoi. Il y a 60% qui ont suivi le mouvement et il y en a 20%, mais on les a assez vite identifiés, hein, qui ont profité du système, qui sortaient des articles sur l'entreprise libérée, l'arnaque des salariés. La maltraitance, c'est une façon des dirigeants pour vous faire bosser encore plus, tu vois le truc, quoi. Mais en fait, quand tu as 80% avec toi, les 20%, c'est sûr que il a fallu qu'on intervienne quelquefois. Mais en fait, il faut pas leur accorder. Voilà, moi, j'accordais mon énergie aux 80%. De toute façon, les autres, tu ne peux pas les convaincre. Et je continue sur ce qu'a dit Jean-Luc. Comment tu t'es formé, toi? Parce qu'à part lire le livre, il fallait quand même avoir une manière de lancer les personnes. Enfin, toi, tu les conseilles, mais tu n'avais pas déjà ta formation toi-même. Enfin, voilà, comment vous êtes
instaurer en cercle, savoir qu'il faut faire des votes, enfin, comment on dit, Sollicitation d'avis, etc. Ouais. voilà, ce genre de choses, tous les modèles, quoi. Tu sais, c'est la naïveté de celui qui croit que quand il plonge dans la piscine, il va savoir nager. Alors, ce serait à refaire, je ne ferais pas comme ça. Si c'est ça ta question, ce serait à refaire, je ne ferais pas comme ça. En fait, à cette époque, j'avais une vision assez négative des consultants et autres coachs. Au sens de, c'est encore quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît rien à ma problématique et qui va venir me piquer mes idées pour les vendre ailleurs. Voilà, c'est un peu comme ça que je raisonnais à l'époque. Et Odile est encore assise sur sa chaise. Voilà. Alors maintenant que je suis formé en tant que coach et que je me lance pour accompagner les entreprises, j'ai un peu changé d'avis, forcément. Et j'aurais gagné beaucoup de temps, enfin j'aurais gagné du temps, hein, c'est sûr. Par exemple, la notion de protection et de permission, je ne sais pas si ça te parle. Et quand j'ai lancé ça, je ne l'avais pas en tête, quoi. Et j'aurais eu en tête, j'aurais gagné du temps, quoi. La notion du cadre, 1 an pour le découvrir, on aurait pu aller plus vite, quoi. Et ça aurait évité quand même un certain nombre de dysfonctionnements. Donc oui, ce serait à refaire, j'aurais pris quelqu'un pour m'accompagner. Mais comme quoi, on peut aussi y arriver qu'avec le bouquin. C'est plus dur. Non, mais c'est bien la naïveté, hein, ça fait faire plein de choses. Je me suis permis de lever la main moi aussi. Moi, j'ai une question, Christian, c'est qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans ton rôle, en fait, de directeur entre le avant et le après? Ah ouais, alors ça a changé plein de choses, mais s'il y a une chose que je peux partager avec vous, parce que c'est mon directeur des programmes qui me l'a dit, et c'était très vrai pour moi aussi, c'est qu'avant, en tant que dirigeant, tu as l'impression de porter tout le stress, toute la responsabilité, tout le stress. Et en fait, quand tu as mis ça en place et que ça commence à fonctionner, tu ressens vraiment dans ton corps la notion de co-responsabilité, quoi. C'est plus toi, c'est tout le monde qui porte le truc. Alors, évidemment, in fine, c'est toi qui te fais engueuler par tes chefs ou ton client. Mais... Et ça, quand ça commence à fonctionner, c'est hyper apaisant, quoi. Et alors évidemment, sur la posture, il y a un vrai travail sur la posture, hein, parce qu'avant, je décidais quand même beaucoup de choses, quoi. Et quand tout de suite tu dis mais putain c'est ça qu'il faut décider et que tu te pinces pour pas le dire, pour faire émerger de l'équipe ce qu'ils voudraient décider, ça c'est un travail qui n'est jamais fini. Ouais, donc c'est vraiment de travailler cette clairvoyance entre qu'est-ce que je garde, parce que on peut garder quand même certaines choses, et puis surtout qu'est-ce que je lâche, quoi. Qu'est-ce que Mais ce que tu lâches, de le rendre explicite, ça rentre dans le cadre et d'être modélisant par rapport à ça. Et vraiment l'importance d'avoir ce miroir, parce que tu peux toujours dire il faut que je sois modélisant, de toute façon tu rechutes tout le temps. Donc il faut que tu aies instauré un miroir pour t'aider à être, tu vois, pour t'aider à être modélisant, quoi. C'est beau de se dire que c'est rare, hein, mais que je suis directeur, mais je vais lâcher toute ma responsabilité, tout mon pouvoir, parce que j'ai mon pouvoir, et d'arriver à se dire, je le lâche, et puis mais j'existe quand même, quoi. Parce que c'est souvent aussi ça, les grands directeurs, etc. Ils ont peur de lâcher leur petite responsabilité ou leur pouvoir en se disant, je vais disparaître après ça. Et en fait, non. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de transfo de ce type-là sans la transfo du dirigeant. Et c'est hyper profond, hein, c'est pas juste une parole en l'air. C'est un travail en profondeur sur c'est quoi qui t'anime, qu'est-ce qui fait sens dans ton boulot. Voilà, le sens, ça va même que le sens de ta vie. Enfin, et c'est pour ça qu'à l'échelle des 3000, ça n'a pas fonctionné, in fine. Parce que mon chef, même s'il avait compris, dès que c'était compliqué, tendu, il reprenait le manche et il le reprenait en plus de façon violente. Je vais continuer. Quand tu parles de ton miroir qui a été super important, ça aurait pu être qui si ça n'avait pas été Jeanne? Ça aurait pu quel profil il faut? Enfin, est-ce que c'est forcément en interne? Est-ce que ça peut être en externe? Ça peut être qui en fait dans une grosso modo si tu avais une caractéristique en fait ou des caractéristiques à formuler?
Moi, je prétends pas avoir la vérité, hein, mais en fait, la question, c'est vraiment le mindset de la personne qui prime, quoi. Enfin, ça va sans dire, mais c'est-à-dire, il faut chercher une personne qui, dans ses qualités humaines, voilà, a vraiment introjecté, incarne vraiment quelque part ce fonctionnement d'entreprise en organisme vivant et pas en... Il faut qu'elle le vive de l'intérieur, quoi, pour voir qu'elle soit miroir. Et après, ses compétences, entre guillemets, techniques, peu importe, tu vois, ça peut être aussi bien un commerçant qu'un supply chain, enfin, peu importe son métier, en fait, hein. C'est vraiment et quelqu'un qui, moi, ce que faisait Jeanne, c'était génial, qui est capable d'aller discuter le bout du ras, enfin, tu vois, qui a un contact humain, bah, comme elle incarne cette vision-là, elle a un contact par nature humain qui est extra, et donc elle va pouvoir aller. Enfin, quand je voyais Jeanne avec un syndicaliste de 55 ans et avoir une discussion, tu vois, au même niveau, c'est juste incroyable, quoi. Donc c'est plus les qualités humaines, après, peu importe quelque part le profil. Et que le dirigeant, lui, est aussi un coach qu'il voit toutes les 2 semaines, 3 semaines, ça a évidemment du sens, ce que je disais tout à l'heure. Ce que je découvre, c'est que souvent on parle de l'incarnation du dirigeant, etc. Mais si je comprends bien, tu es en train de parler aussi d'une deuxième incarnation qui est super essentielle dans la boîte ou dans l'équipe qui est en train de changer, qui est plus quelqu'un quelqu'un qui va incarner aussi d'une autre façon, de façon peut-être plus... Ah ouais, complètement. Là, et quelque part, celles-là sont presque moins difficiles à trouver, enfin, de la petite expérience que j'ai depuis que j'ai quitté Thales. En fait, c'est le binôme du dirigeant et du chef de projet de la transformation. Pour moi, de toute façon, tu as forcément un chef de projet de la transformation, sinon ça ne marchera jamais, il faut mettre de l'énergie. Et en fait, c'est ce chef de projet de la transformation qui doit incarner tout ça, en fait, et c'est ce binôme qui va faire bouger, quoi. Et trop souvent, dans les entreprises qu'on a vues, bah, tiens, par exemple, ST, je suis sûr que c'est le cas à Jean-Luc, c'est que le chef de projet, lui, souvent, tu le trouves assez vite, il est convaincu et il l'a intégré, mais c'est ce que tu disais, Anne-Sophie. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit le binôme, quoi. Et donc, le chef de projet, quand son dirigeant, lui, ne l'a pas incarné, eh ben, on les retrouve au bout de 2 ans, épuisés, malheureux, proches du burn-out, désabusés. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, j'en ai rencontré déjà un certain nombre. Oui, vas-y, Jean-Luc. Ouais, tout à l'heure, tu as dit que ton patron, quand vous êtes passé aux 3000, une des façons qu'il a eu de faire échouer la transfo, c'est que quand il y avait gros temps, il reprenait la main et parfois de façon violente. Et du coup, je me demande, toi, quand il y a eu gros temps, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu t'es vu faire? Alors, bon, ouais, quand je dis échouer, c'est-à-dire que ça n'a pas été aussi loin que ce que j'aurais voulu. Ça a été à un certain niveau. Quand il y avait gros temps, moi j'étais en souffrance, hein, c'est pour ça que j'ai fini par partir, hein. J'ai quand même eu un mail, carton rouge, prochaine fois carton jaune, prochaine fois carton rouge, copie la RH. Enfin, tu vois, c'est quand même violent, hein. Moi, avec mes équipes, bah, tu sais, c'est le truc classique, c'est que je les protégeais autant que possible. Et puis, je leur faisais toucher du doigt. Je leur disais, ben là, tu vois, ce qu'il a fait, c'est hyper modélisant sur ce que tu ne dois pas faire avec tes équipes. Et je déconstruisais un peu ce qui s'était passé. Et plusieurs fois, ça les a aidés. Ils sont tombés. Je ne sais pas si on a le temps. Une anecdote, moi, qui m'a vachement marqué, c'est ouais, on parle souvent de confiance. Dans confiance, il y a plein de piliers. Et un des piliers, c'est la notion de responsabilité, co-responsabilité et pas de responsabilité. Et mon chef, son truc, c'était, moi, il prenait toujours des exemples militaires. Il disait, pour livrer une bataille, donc par exemple, pour gagner un grand prospect, réussir un programme, bah, il me faut un général, quoi. Il prenait l'exemple d'un général, enfin, peu importe, je vais passer cette anecdote-là. Et alors, lui, il disait, bah, voilà, il réunissait tout son comité de direction, il dit, on va choisir ensemble le général. Donc, le comité de direction choisissait le général. Et après, il recevait le général avec son chef. Donc, par exemple, un de mes directeurs, il recevait un de mes directeurs avec moi et lui. Et c'était genre l'époque des chevaliers, il l'adoubait avec son épée. C'est le général et il l'expliquait à tout le monde. Donc, on était dans l'extrême de la responsabilité. Qu'est-ce qui se passait après en termes de dysfonctionnement? C'était majeur. Parce que le gars, en plus, souvent, le gars qui était choisi, moi j'étais mis en minorité parce qu'il n'était pas choisi pour ses qualités humaines, mais il était plutôt choisi pour sa capacité, voilà, de leadership CERN, mais aussi d'un certain
dictatorship, si je puis dire. Mm. Et ben, qu'est-ce qu'il faisait après? Ben, tu parles, il était empourré directement par le chef suprême. Donc, il n'écoutait plus personne, il décidait pour tout. Et Bah, ces ça équipes désengage tout. derrière, qu'est-ce qui se passait? Ben, il y a une partie qui se mettait sur le côté. Moi, j'ai même eu des démissions, hein, qui se mettaient sur le côté et qui attendaient de le voir se planter. Moi, j'ai même eu le gars qui rentrait de chez le client et qui racontait à mon chef ce que mon chef voulait entendre et pas ce qui réellement s'était passé chez le client. Enfin, on arrivait à des dysfonctionnements majeurs par ce truc-là, tu vois. Et donc là, bah, moi, je prenais le gars et je lui expliquais. Je lui expliquais, bah, regarde dans quel showstrap t'es tombé. T'es tombé dans le showstrap de l'hyper-responsabilité. Et voilà tous les dysfonctionnements qui sont en train de se passer. Et je m'en souviens de un qui m'a regardé avec des grands yeux, qui m'a dit, mais putain, mais ça, je ne l'ai pas vu, quoi. Moi, je remercie pour ce témoignage qui donne de l'espoir, voilà, qui dit que tous les humains ont envie de transformer et puis d'être bien dans sa boîte. Et il y a des échecs et voilà, mais moi, ça me fait du bien de voir qu'il y en a qui essayent. Merci Christian, oui, merci du témoignage. Moi, je pense que l'endroit où je suis, ce qui m'intéressait, c'est des témoignages de gens qui ont osé. Et tu es l'exemple de quelqu'un qui a osé, un peu préparé son truc, mais qui s'est quand même lancé. J'ai bien aimé je me suis jeté dans la piscine en sachant que je savais pas nager. Donc, ouais, merci de nous partager ça. C'était très, très précis, très illustré et en tout cas pour moi inspirant dans le fait d'oser. Dans une structure qui fait à peu près 80 personnes comme toi, dans un groupe à peu près comme toi. Donc je me pose aussi des questions, mais là, je m'en pose peut-être un peu moins. En tout cas, le oser est très présent. J'apprécie beaucoup la façon très intuitive que tu as eu de mener le changement, très inventif, je trouve. Et après avoir lu ce livre qui est très dans les idées, qui est très conceptuel, je suis vraiment admiratif. Merci de ce témoignage. C'est super intéressant. Moi, je trouve que toutes les histoires sont intéressantes. Et puis toujours l'idée qu'il n'y a pas de modèle, hein, que c'est une philosophie et puis après chacun l'adapte un peu au contexte. Je trouve super intéressant. Après, nous, on a eu une discussion justement sur est-ce que donc cette façon finalement assez maligne où les gens choisissent dans quel cercle ils vont et puis du coup la personne qui adhère pas au modèle se retrouve isolée. Donc quelque part on a cette discussion, est-ce que c'est stratégique et malin ou est-ce qu'au contraire c'est pas justement l'expression du contrôle social qui vient remplacer le contrôle hiérarchique et en gros si on n'adhère pas on part. Et donc il y a une certaine violence aussi, même si toi tu as vécu une violence aussi de ta hiérarchie, des personnes qui adhéraient pas, mais cette forme aussi crée de la violence, quoi. Voilà. Alors, merci vraiment pour ce témoignage. C'est vrai que moi, j'ai bien apprécié aussi la clarté de la mise en place des expériences, de tes leçons, de ce que tu as appris, tes difficultés. C'est vrai que c'était très clair et du coup, on se dit que c'est possible. Voilà. Ça fait un mode d'emploi vraiment sympa. Et ben moi, j'ai envie de continuer en disant, en tout cas, merci moi, j'aime beaucoup te connaissant, je savais que tu n'allais pas faire de chichi, mais j'aime bien ta façon très, très simple, en fait, et modeste et authentique, en fait, d'expliquer les choses. Et je te l'avais dit dans ton bouquin, moi, ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié et ce que tu as réincarné ici, c'est cette notion aussi d'être en capacité de dire ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché. Et je trouve ça chouette, en fait, d'être dans cette... Enfin, je trouve que dans la contribution à l'apparition de ce nouveau monde, nouveau au niveau du travail, effectivement, je trouve que voilà, tu incarnes aussi quelque chose qui est important dans ce mouvement et je trouve ça chouette, quoi. Voilà, donc vraiment merci à toi de ce témoignage et de ce que tu as pu poser.